Mes parents m'ont dit que je devais me débrouiller financièrement, puis ils ont acheté un appartement à ma sœur pour ses 21 ans. J'ai déménagé discrètement dans un autre état. 4 ans plus tard, ma thèse a fait la une des journaux nationaux, et ils l'ont appris sur Facebook, comme tout le monde. La conversation a eu lieu 3 semaines avant mon 18e anniversaire. Je revois encore la scène, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores de la cuisine, projetant des rayures sur le comptoir en granit. Ma mère y avait disposé une assiette de crackers et de fromage, que personne n'a touché. Nous devons discuter de tes projets pour l'université, Lily, a dit papa, s'installant dans son fauteuil habituel en bout de table. Maman s'est assise à sa droite, les mains jointes de cette manière particulière, qui signifiait qu'un front uni était déjà formé. J'avais travaillé comme une acharnée pendant 4 ans, que des A, capitaine de l'équipe de débat, et du bénévolat à l'hôpital pour enfants tous les samedis matins. Ma lettre d'admission à l'université Northwestern était dans le tiroir de mon bureau, à l'étage, avec une bourse qui couvrait environ 60% des frais. J'avais besoin d'aide pour le reste, peut-être 25 000 € par an pour le logement, les livres et les dépenses, que l'aide financière ne couvrait pas. Ta mère et moi avons discuté, a poursuivi papa, en ajustant sa cravate, bien qu'il soit rentré du travail depuis 1 heure. Nous pensons que tu es assez mature pour gérer tes propres finances maintenant. Cela forge le caractère, l'indépendance. Nous ne contribuerons pas à tes frais universitaires. Ces mots ont été un véritable choc. Pardon, quoi? Maman est intervenue, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ma chérie, nous avons entièrement confiance en toi. Tu es si capable, si déterminée. Les prêts étudiants sont une partie normale de l'expérience universitaire pour la plupart des jeunes adultes. Tu t'en sortiras. Madison n'a que 15 ans, ai-je dit lentement, mon cerveau peinant à comprendre. Prévoyez-vous la même chose pour elle? Le bref regard que mes parents ont échangé m'a tout dit. Chaque enfant est différent, a dit papa en se tortillant sur sa chaise. Madison a des besoins différents, des circonstances différentes. Madison, qui s'en sortait à peine avec des C et quelques B, qui avait abandonné toutes les activités qu'elle avait commencées, qui faisait des crises de colère à 17 ans quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Madison, qui était plus jeune, plus jolie, et qui maîtrisait l'art de jouer la benjamine de la famille. J'ai contracté des prêts, tous, et j'ai eu 3 emplois à temps partiel pendant mes études, dormant parfois seulement 4 heures par nuit. Je regardais les parents de ma colocataire nous emmener dîner dans de bons restaurants, pendant que je calculais si je pouvais me permettre de commander plus qu'une simple salade. J'ai porté la même rotation de vêtements pendant 4 ans, j'ai cherché des manuels scolaires dans tous les recoins possibles d'Internet, et j'ai appris à survivre avec du riz, des haricots et tout ce qui était en promotion. Pendant ce temps, les réseaux sociaux fournissaient un flux constant de nouvelles de la maison, Madison au centre commercial avec maman, portant des sacs de magasin où une seule chemise coûtait ce que je dépensais en courses pour un mois. Madison recevant un SUV neuf pour son 16e anniversaire, alors que je conduisais une Honda Civic de 1998 qui nécessitait une séquence spécifique de secousses de clés et de prières pour démarrer. Des vacances en famille à Hawaï et en Europe, auxquelles je n'étais jamais invité, balayées d'un revers de main par un, de toute façon, tu es occupé avec tes études. J'appelais de moins en moins à la maison. Les visites sont devenues des apparitions obligatoires pour les grandes fêtes, où je dormais sur le canapé du sous-sol, parce que la chambre de Madison ne pouvait pas être dérangée et que la chambre d'amis avait été transformée en atelier de bricolage pour maman. En 3e année, j'ai changé de spécialité, passant du droit à la science de l'environnement. Une professeure, la docteure Patricia Chen, avait donné une conférence sur la pollution par les microplastiques et les écosystèmes d'eau douce, et quelque chose a fait tilt. C'était un problème qui comptait, un problème dans lequel je pouvais m'investir, qui affectait de vraies personnes de manière mesurable. La réaction de mes parents fut prévisible. Alors, tu laisses tomber une carrière lucrative pour jouer dans la boue, a demandé papa lors de notre appel trimestriel. La science de l'environnement est un domaine en pleine croissance, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Il y a en fait beaucoup d'opportunités. Madison pense à faire des études de droit, a interrompu maman. N'est-ce pas intéressant? Elle suit tes traces initiales. Madison, que j'avais aidé en biologie au lycée parce qu'elle ne comprenait pas la différence entre la mitose et la méiose. Madison, qui avait réussi à entrer dans une université d'État avec une moyenne de 2,8 et qui se spécialisait actuellement en communication, tout en échouant à la moitié de ses cours. Bien sûr, la fac de droit était définitivement dans son avenir.
J'ai obtenu mon diplôme avec mention et une offre d'emploi dans une société de conseil en environnement à Seattle. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais il était à moi, gagné par mon travail, mes nuits blanches et ma détermination. L'université Northwestern a tenu sa cérémonie de remise des diplômes un samedi ensoleillé de juin. J'étais assise parmi des milliers de diplômés, regardant les familles affluer dans le stade avec des ballons, des fleurs et des sourires fiers. Les parents de ma colocataire, Jasmine, étaient venus de Boston, son petit frère la suivant avec un ours en peluche géant coiffé d'un chapeau de diplômé. « Tu es sûr que ta famille ne vient pas ?» m'a demandé Jasmine ce matin-là, alors que nous ajustions nos toches dans le miroir. « Positive », avais-je répondu, en gardant une voix légère. Ils n'ont pas pu s'arranger avec leurs horaires. La vérité était plus simple, je ne leur avais pas donné la date, je n'avais pas du tout mentionné la remise des diplômes, à part un bref texto quelques semaines plus tôt, disant que je finirais en mai. Aucune réponse n'était venue, ce qui m'en disait long sur leur niveau d'intérêt. Alors, j'ai traversé cette scène seule, j'ai entendu mon nom, j'ai accepté mon diplôme et j'ai souri pour le photographe de l'université, sans personne dans le public pour me réclamer. La famille de Jasmine m'a emmené dîner après, sa mère me serrant fort dans ses bras en me disant à quel point ils étaient fiers, à quel point j'avais accompli de choses. La gentillesse de quasi-étrangers faisait plus mal que l'absence de ma propre famille. J'ai déménagé 2 semaines après la remise des diplômes. Sans faire de grande annonce, j'ai simplement emballé ma vie dans ma Honda mourante et j'ai conduit pendant 3 jours à travers le pays. J'ai trouvé un minuscule studio à Capitol Hill, j'ai acheté des meubles dans des friperies et sur Facebook Marketplace, et j'ai commencé ma nouvelle vie. La distance était comme une bouffée d'oxygène. Seattle fut une révélation. Personne ne me connaissait comme la fille qui n'était pas tout à fait assez bien, la sœur qui vivait dans l'ombre de Madison. J'étais juste Lily Hartley, une consultante en environnement fraîchement embauchée, qui prenait un nouveau départ dans une ville où les montagnes rencontrent la mer. Le cabinet de conseil était petit mais respecté, travaillant principalement avec des municipalités et des entreprises privées sur des évaluations d'impact environnemental. Mon premier projet consistait à analyser la contamination du sol d'un ancien site industriel destiné à être réaménagé. Le travail était technique, exigeant, et exactement ce dont j'avais besoin, des problèmes avec des paramètres clairs et des solutions que je pouvais réellement trouver. Ma superviseure, une femme nommée Karen Wu, qui travaillait dans le secteur depuis 20 ans, m'a prise sous son aile. « Tu as de bons instincts », m'a-t-elle dit après que j'ai repéré une incohérence dans la proposition de remédiation d'un entrepreneur. Ne doute pas autant de toi. Mais le doute était inscrit dans mon ADN, après des années à m'entendre dire que je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Chaque rapport que je soumettais, je le vérifiais 3 fois. Chaque présentation, je la répétais jusqu'à ce que les mots me semblent artificiels. La peur de l'échec, de donner raison à mes parents sur quelque chose, me poussait plus fort que l'ambition ne l'aurait jamais fait. Mes remboursements de prêts étudiants ont commencé 6 mois après l'obtention de mon diplôme. La première facture est arrivée un mardi, 847 € par mois pour les 10 prochaines années, dans le cadre du plan de remboursement standard. J'ai regardé le chiffre en faisant le calcul. C'était près d'un tiers de mon salaire net, parti avant même que je puisse penser à épargner ou à me constituer une quelconque réserve financière. J'ai appelé le service des prêts et je suis passé à un plan de remboursement basé sur le revenu. Le montant mensuel a diminué pour devenir plus gérable, mais la durée de remboursement s'est allongée à 25 ans. J'allais payer pour mon éducation jusqu'à la fin de la quarantaine, les intérêts s'accumulant plus vite que je ne pouvais réduire le principal. Pendant ce temps, les réseaux sociaux continuaient leur goutte à goutte constant de nouvelles de la vie de Madison. L'appartement a fait l'objet d'une publication de maman, j'aide Maddy à décorer son magnifique nouvel appartement. Elle a un tel œil pour le design. La photo montrait des meubles qui coûtaient plus que mon salaire annuel, des œuvres d'art au mur et une cuisine remplie d'appareils électroménagers rutilants. J'ai commencé à tenir un décompte mental, même si je savais que ce n'était pas sain. L'appartement, 380 000 €. Le SUV de Madison, probablement 45 000 €. Ses frais de sororité, son argent de poche, ses voyages de vacances à Cancun et Miami, j'ai estimé un autre minimum de 30 000 € par an. Pendant ce temps, je réglais mon thermostat pour ne jamais dépasser 18 degrés. L'injustice me frappait à des moments inattendus, en faisant les courses, quand je reposais un paquet de bons cafés parce que le bas de gamme coûtait la moitié du prix, en passant devant des concessionnaires automobiles, sachant que ma Honda était à une panne près de me laisser en rade, en me promenant dans le centre-ville de Seattle et en voyant des gens de mon âge avec des vêtements chers, portant des sacs de course,
vivant des vies qui semblaient incroyablement éloignées de ma propre réalité. Mon premier hiver à Seattle a apporté une pluie qui semblait personnelle, comme si la ville elle-même reflétait mon paysage intérieur. J'ai développé une routine, travailler jusqu'à 18 ou 19 heures, m'arrêter à l'épicerie la moins chère sur le chemin du retour, et passer les soirées à lire des articles de recherche et à m'auto-former à l'analyse statistique avancée. Les week-ends étaient consacrés à la lessive, à la préparation des repas pour la semaine et à de longues promenades dans la ville, parce que c'était gratuit. Je me suis fait des amis lentement, quelques collègues du travail, des gens d'une salle d'escalade où j'avais obtenu un abonnement à prix très réduit. Mais je gardais tout le monde à distance, terrifié par les questions sur ma famille, par le fait de devoir expliquer pourquoi j'étais seul dans une nouvelle ville, sans système de soutien. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Environ 8 mois après mon arrivée à Seattle, c'était un vendredi soir de février. Je préparais le dîner, encore du riz et des haricots, agrémenté des légumes qui étaient en promotion, quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Lily ? La voix de Madison était pâteuse, avec de la musique forte en arrière-plan. Lily, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies répondu. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Madison, qu'est-ce que tu veux? Je suis à cette fête, et il y a un type qui travaille dans un truc environnemental, et je me suis dit, c'est ce que fait ma sœur. Et il m'a demandé où tu travaillais, et je me suis rendu compte que je n'en ai aucune idée. Jean, je ne sais même pas dans quelle ville tu es. C'est pas dingue. Quelque chose de vif s'est tordu dans ma poitrine. Tu as appelé pour me dire que tu ne sais pas où j'habite? Non, j'ai appelé parce que... Elle a gloussé, et j'ai entendu quelqu'un lui parler en arrière-plan. Attends, Chase veut te dire bonjour. Il trouve ça cool que tu sois une personne de l'environnement. Madison, je raccroche. Attends. Maman voulait que je t'appelle de toute façon. Elle organise un grand truc pour le 4 juillet et veut savoir si tu rentres à la maison. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. J'ai pensé à ma remise de diplôme, au siège vide où ils auraient dû être. Je suis occupé. Occupé avec quoi? Allez, Lily, ne sois pas comme ça. Tu nous manques. Ces mots sonnaient faux. Je dois y aller, mais maman veut vraiment. J'ai raccroché, je suis resté debout dans ma petite cuisine, les mains tremblantes, le riz débordant sur la cuisinière, et j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Il ne savait pas où j'habitais, ne savait pas ce que je faisais de ma vie, qui je devenais. Et ce n'était pas un accident, c'était une conséquence d'années de désintérêt qu'ils voulaient maintenant surmonter soudainement, parce que c'était pratique pour eux. J'ai bloqué le numéro de Madison. Puis, dans un élan de décision, j'ai parcouru mon téléphone et j'ai supprimé tous les contacts de ma famille, à l'exception des numéros de mes parents, que j'ai gardés uniquement pour les urgences. S'ils voulaient me joindre, ils devraient faire un effort. Cette nuit-là a marqué un tournant dans la façon dont j'ai abordé ma vie à Seattle. J'ai cessé d'attendre une quelconque reconnaissance de mon importance, une quelconque reconnaissance de l'injustice. Au lieu de cela, j'ai tout mis en œuvre pour construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas toucher. Au travail, j'ai commencé à me porter volontaire pour les projets complexes que les autres évitaient. Une restauration de zones humides contaminées qui nécessitait de naviguer entre 3 cadres réglementaires différents. Je le prenais. Une étude complète de la qualité de l'eau qui signifiait passer des week-ends à prélever des échantillons sous la pluie. Inscrivez-moi. Chaque succès a bâti ma réputation et, en un an, je dirigeais des projets qui étaient généralement confiés à des consultants ayant 5 ans ou plus d'expérience. Karen m'a prise à part un jour, après que j'ai présenté des résultats à un client difficile qui était reparti satisfait. Tu sais, tu n'as pas à te prouver à chaque projet, n'est-ce pas? Je fais juste mon travail. Tu fais le travail de 3 personnes. Elle m'a étudié avec ses yeux perçants qui ne manquaient rien. Quoi que tu fuis ou que tu poursuives, assure-toi juste de ne pas t'épuiser. Mais le terrain, c'était exactement là où je devais être. Sur le terrain, en prélevant des échantillons dans les ruisseaux et les rivières, j'ai trouvé une sorte de paix. Le travail était méthodique, scientifique, éloigné du drame humain et du dysfonctionnement familial. L'eau ne faisait pas de favoritisme. La contamination ne se souciait pas de votre nom de famille ni du compte en banque de vos parents. Il y avait une pureté qui parlait à quelque chose de profond en moi. C'est lors d'une de ces études de terrain que j'ai remarqué pour la première fois le problème des microplastiques.
Nous prélevions des échantillons de sédiments dans un affluent de la rivière Cédar, et j'ai repéré quelque chose d'étrange au microscope. De retour au laboratoire, de minuscules fibres synthétiques, des fragments de plastique plus petits qu'un grain de riz, présents dans presque tous les échantillons. Est-ce normal, ai-je demandé à Karen, en lui montrant les lames. Elle a froncé les sourcils. Plus courant que ça ne devrait l'être. Les microplastiques sont partout maintenant. Mais la concentration semble élevée, vraiment élevée. Cette observation est devenue un projet parallèle, puis une légère obsession. J'ai commencé à chercher des microplastiques dans chaque échantillon que nous traitions, documentant leur présence, et créant une base de données non autorisée de ce que je trouvais. Les schémas étaient alarmants, des concentrations plus élevées près des zones urbaines, en particulier en aval des stations d'épuration, mais présentes même dans des endroits supposés vierges. Puis est arrivé le 20e anniversaire de Madison, et les réseaux sociaux ont explosé avec la nouvelle. Ma tante Carole a été la première à publier, tellement fière de mon frère et de ma belle-sœur pour ce cadeau incroyable. La photo montrait Madison tenant des clés devant un élégant appartement en centre-ville, avec mes parents rayonnant de chaque côté d'elle. La légende sur la publication de maman disait « Notre petite fille mérite le meilleur alors qu'elle entame son parcours vers l'âge adulte. Un cadeau spécial pour notre fille spéciale. » L'appartement avait été acheté comptant. Pas d'hypothèque. J'ai trouvé l'annonce en ligne en moins de 20 minutes, la fureur faisant trembler ma main sur mon téléphone, 380 000 € pour un 2 pièces avec parking et vue sur l'eau. J'avais mangé des ramen et du riz pendant 4 ans, je m'étais épuisé au travail, j'avais obtenu mon diplôme avec 97 000 € de prêts étudiants qu'il me faudrait des décennies pour rembourser, et Madison recevait un appartement d'une valeur de près d'un demi-million d'euros, simplement pour avoir eu 20 ans. Je me suis assise dans mon studio ce soir-là, entouré de meubles de seconde main et de trouvailles de vide-grenier, et j'ai ri. J'ai vraiment ri, parce que l'alternative était de crier, de pleurer, ou les deux. L'audace pure, l'inégalité à couper le souffle, avait dépassé le stade de la douleur pour devenir absurde. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Lily, c'est Maddy. Tu as vu? J'ai eu un appart. Tu devrais absolument venir le voir. Papa et maman ont dit que je pouvais recevoir des gens. On pourrait faire un week-end entre sœurs en ville. J'ai regardé le message pendant un long moment. Elle ne voyait vraiment pas, elle ne comprenait pas pourquoi je ne serais pas ravi de son aubaine totalement imméritée. Dans le monde de Madison, les choses apparaissaient simplement quand elle les voulait, et tout le monde devait célébrer en conséquence. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le solde de mon prêt étudiant, 94 238 €. Après un an de paiement, j'avais à peine entamé le principal. À mon rythme de paiement actuel, j'allais grignoter cette dette jusqu'à la quarantaine, tout cela parce que mes parents avaient décidé que je devais apprendre l'indépendance, tandis que Madison avait besoin d'un appartement en centre-ville. La rage que j'ai ressentie était brûlante, dévorante. Je voulais les appeler, crier, exiger des explications pour cette inégalité flagrante. Je voulais publier mon propre commentaire sur ces photos Facebook, détaillant exactement ce que le rapproche de forger le caractère m'avait coûté. Mes doigts ont plané sur le clavier, prêts à taper un message qui brûlerait tous les ponts. Je l'ai rédigé 3 fois, chaque version plus cinglante que la précédente. J'ai imaginé leur visage en le lisant, l'embarras alors que leurs amis et leur famille voyaient la vérité exposée. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'orgueil, ne voulant pas leur montrer à quel point ils m'avaient blessé. Peut-être la prise de conscience que toute réponse leur donnerait ce qu'ils voulaient, mon attention, mon engagement, la preuve qu'ils comptaient encore assez pour provoquer une réaction. Ou peut-être que j'ai simplement compris, avec une clarté soudaine, que rien de ce que je dirais ne changerait quoi que ce soit. Ils avaient fait leur choix il y a des années, et cet appartement n'était que la confirmation la plus récente, la plus coûteuse, de ce que je savais déjà, dans la hiérarchie de leur affection et de leur soutien, je me classais quelque part en dessous du confort et de la commodité. Au lieu de cela, je les ai bloqués. Tous, maman, papa, Madison, les oncles, les tantes et les cousins qui avaient aimé et commenté ces publications sans apparemment voir de problème. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes, j'ai supprimé leur numéro de mon téléphone et j'ai pris une décision. Si je n'existais pas assez pour mériter une équité de base, alors je n'existerais plus du tout pour eux. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus légère que jamais. C'était étrange, cette absence là où se trouvait l'obligation familiale. Plus besoin de me demander si je devais appeler à la maison,
plus de culpabilité de ne pas rendre visite, plus d'énergie mentale dépensée à essayer de comprendre leur logique ou à gagner leur approbation. Je suis allé au travail et je me suis lancé dans un nouveau projet, une évaluation complète de la pollution pour une usine de fabrication. J'ai passé mon week-end au laboratoire à traiter des échantillons et à créer des ensembles de données, et j'ai laissé le travail me consumer d'une manière qui semblait productive plutôt que destructive. Karen a remarqué le changement. « Tu as l'air différente », a-t-elle commenté lundi. Différente en bien. J'ai pris quelques décisions concernant ma vie personnelle, lui ai-je dit. J'ai coupé les ponts avec quelques relations toxiques. Elle a hoché la tête d'un air entendu. La famille? Est-ce si évident? Je fais ça depuis assez longtemps pour reconnaître le regard de quelqu'un qui porte un poids qui n'est pas le sien. Bien joué. Le silence de ma part a été accueilli par un silence de leur part pendant exactement 2 semaines. Puis mon téléphone professionnel a sonné, le numéro que, stupidement, je n'avais jamais pensé à changer. Lily Hartley, ai-je répondu professionnellement. Lily, ma chérie, c'est maman. Sa voix avait ce ton particulier, celui qui signifiait qu'elle était contrariée mais essayait de paraître raisonnable. Nous avons essayé de te joindre. Tous tes numéros semblent être déconnectés ou quelque chose comme ça. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Ils ne sont pas déconnectés. Je vous ai bloqué. Une pause. Tu nous as bloqués? Ta propre famille? Oui. Lily, c'est extrêmement blessant. Nous ne comprenons pas ce que nous avons fait pour mériter ce traitement. Si c'est à propos de l'appartement de Madison. C'est à propos de 5 ans de décision, ai-je interrompu. C'est à propos des prêts étudiants contre les cadeaux. C'est à propos de travailler 3 emplois en regardant des photos de vacances. C'est à propos de chaque choix que vous avez fait qui m'a montré exactement où je me situais. Nous t'avons donné l'indépendance. Nous avons cru en toi assez pour te laisser voler de tes propres ailes. Madison avait besoin de plus de soutien parce que c'est la favorite. On peut tous les deux arrêter de faire semblant. La voix de maman est devenue sèche. Ce n'est pas juste. Nous aimons nos 2 filles de la même manière. Nous vous élevons simplement différemment en fonction de vos besoins individuels. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Madison a besoin de plus de conseils. La rationalisation était magistrale. Je devais admettre qu'ils avaient recadré un favoritisme flagrant en éducation personnalisée, une inégalité en différenciation appropriée. Je raccroche maintenant, ai-je dit. N'appelle plus ce numéro. Lily, tu es puérile à ce sujet. Quand tu seras prête à avoir une conversation d'adulte. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé notre responsable de bureau et lui ai demandé de filtrer les appels de ce numéro, en disant que c'était une affaire personnelle que je ne voulais pas gérer pendant les heures de travail. Un email est arrivé ce soir-là, de papa cette fois. L'objet était « déçu ». Lily, ta mère est très contrariée après votre appel d'aujourd'hui. Je suis déçu par ton comportement et ton attitude. Nous avons toujours fait de notre mieux pour subvenir aux besoins de toi et de ta sœur, en fonction de vos besoins et de vos capacités. Le fait que tu ne puisses pas apprécier notre approche en dit plus sur ton niveau de maturité que sur notre parentalité. On t'a donné toutes les chances de réussir. Le fait que tu aies choisi de contracter des prêts plutôt que de chercher des bourses plus agressivement ou de budgétiser plus soigneusement n'est pas de notre responsabilité. Nous t'avons appris à être indépendante, et tu le es. Tu devrais nous remercier, pas faire des crises de colère comme une enfant. Le cadeau de Madison ne te concerne pas. Ce que nous faisons pour un enfant n'a aucune incidence sur l'autre. Jusqu'à ce que tu puisses accepter cela et nous approcher avec respect, je pense qu'il est préférable que nous gardions nos distances. Papa. Je l'ai lu 2 fois, cherchant le moindre soupçon de conscience de soi, la moindre reconnaissance qu'ils avaient peut-être, juste peut-être, été injustes. Rien. Justification et rejet de la faute, enveloppé dans la déception que je n'ai pas gracieusement accepté mon rôle de fille moins favorisée. J'ai archivé l'email sans répondre et j'ai créé un filtre pour envoyer tout ce qui venait de leurs adresses directement à la corbeille. S'ils voulaient de la distance, je leur en donnerais un océan. Cette nuit-là, j'ai repris mes recherches sur les microplastiques, le projet parallèle qui avait consumé mon temps libre. Les données étaient convaincantes, les schémas clairs. Ce qui avait commencé comme une curiosité s'était transformé en quelque chose de substantiel, quelque chose qui méritait une attention sérieuse. J'ai envoyé un email à la Dr Chen,
mon ancienne professeure qui avait initialement suscité mon intérêt pour les sciences de l'environnement. Nous étions restés en contact de manière informelle depuis l'obtention de mon diplôme, échangeant des emails occasionnels sur les développements de la recherche et des conseils de carrière. Dr Chen, j'espère que cet email vous trouve bien. Je vous contacte parce que je suis tombé sur quelque chose dans mon travail de consultante qui, je pense, a un potentiel de recherche important. J'ai documenté la contamination par les microplastiques dans les systèmes d'eau douce du nord-ouest du Pacifique, et les concentrations que je trouve sont alarmantes. Je sais que vous avez déménagé à l'UW et que vous y développez un programme de recherche. Seriez-vous intéressé à en discuter davantage? J'ai environ 18 mois de données collectées et je pense que cela pourrait être la base d'un travail important. Cordialement, Lily Hartley. Elle a répondu en moins de 3 heures. Lily, très intéressée. Pouvez-vous nous rencontrer cette semaine? J'enseigne le mardi et le jeudi, mais je suis libre les autres jours. Apportez toutes les données que vous avez. La question des microplastiques est exactement le type de recherche appliquée que je veux faire. Parlons-en. Patricia. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du campus de l'UW le mercredi après-midi. J'ai apporté mon ordinateur portable avec 18 mois de collecte de données non autorisées, feuilles de calcul, cartes, analyse préliminaire et photographie d'échantillons au microscope. La Dr Chen a tout examiné méthodiquement, posant des questions pointues sur mes méthodes de collecte, mes protocoles d'échantillonnage et mes techniques d'analyse. Son expression est devenue plus sérieuse à mesure qu'elle parcourait les données. C'est un travail important, Lily, a-t-elle finalement dit. La distribution spatiale, les niveaux de concentration, la corrélation avec la densité urbaine, vous documentez quelque chose d'important ici. Je sais que ce n'est pas académiquement rigoureux, ai-je commencé. Je ne faisais que prélever des échantillons dans le cadre de projets de conseil, donc les emplacements ne sont pas choisis systématiquement, mais ce sont des données du monde réel, provenant de sites réels, a-t-elle interrompu. Cela a de la valeur, et cela nous donne une base pour construire quelque chose de plus complet. Elle m'a regardé directement. Que diriez-vous de poursuivre des études supérieures? Je lance une initiative de recherche majeure sur la contamination par les microplastiques en eau douce. J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences analytiques et, franchement, votre dynamisme. Poste d'assistante à temps plein, frais de scolarité couverts et une allocation. Mon cœur battait la chamade. J'ai des prêts étudiants, un travail. Je ne peux pas simplement. L'allocation n'est pas énorme, mais c'est quelque chose. Vous pourriez travailler à temps partiel dans votre cabinet de conseil s'il le permettait. Et oui, vous avez des prêts, mais vous auriez aussi la chance de faire des recherches qui pourraient réellement faire une différence. N'est-ce pas pour ça que vous vous êtes lancé dans ce domaine? J'ai pensé à l'email de mes parents, à leur déception face à mes choix, à leur certitude que j'étais puérile et ingrate. Puis j'ai pensé à ce qui les mettrait le plus en colère, non pas la confrontation, mais un succès qu'ils ne pourraient ni revendiquer ni diminuer. Oui, ai-je dit. Je suis intéressé. J'ai donc tout misé sur mon travail. Chaque once de blessure, chaque moment de colère, chaque souvenir de manger des paquets de ramen à 25 centimes pendant que ma sœur recevait des sacs à main de créateurs. Je me suis porté volontaire pour les projets difficiles, ceux qui nécessitaient des heures supplémentaires et une résolution de problèmes complexes. J'ai publié des articles, j'ai présenté à des conférences, et je me suis bâti une réputation de rigueur et d'innovation. Le Dr Chen, qui avait déménagé à l'université de Washington, m'a contacté au cours de ma 2e année à Seattle. Je lance un projet de recherche sur la contamination par les microplastiques dans les bassins versants du nord-ouest du Pacifique, a-t-elle dit autour d'un café. J'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences analytiques et ton dynamisme. Intéressé par un master? Je peux t'offrir un poste d'assistante à temps plein. J'ai commencé le programme cet automne-là, tout en continuant à travailler à temps partiel au cabinet de conseil. Le sommeil est redevenu une suggestion, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je travaillais pour quelque chose que j'avais choisi, quelque chose qui comptait pour moi, pas pour me démener à survivre à une situation injuste. Mes recherches se sont concentrées sur l'accumulation de microplastiques dans les moules d'eau douce et ses effets sur les chaînes alimentaires locales. Le travail était minutieux, impliquant d'innombrables heures de collecte d'échantillons, d'analyse en laboratoire et de modélisation de données. J'ai passé des week-ends les pieds dans l'eau des ruisseaux, des étés à gérer des assistants de recherche de premier cycle, et des nuits à regarder des feuilles de calcul jusqu'à ce que les chiffres se brouillent.
Les données racontaient une histoire qu'il devenait impossible d'ignorer. Les concentrations que nous trouvions n'étaient pas seulement préoccupantes, elles étaient catastrophiques. Les microplastiques s'accumulaient dans les organismes à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, avec des implications qui s'étendaient bien au-delà de l'écosystème local. Ma thèse a pris une ampleur que personne n'avait anticipée. Ce qui avait commencé comme une étude régionale est devenu une analyse complète de la pollution par les microplastiques en eau douce dans tout le nord-ouest du Pacifique, avec une modélisation qui projetait des implications nationales. J'ai établi des liens entre les rejets industriels, le ruissellement agricole et les flux de déchets de consommation, d'une manière que les recherches précédentes n'avaient pas entièrement explorée. Le Dr Chen m'a encouragé à être audacieuse dans mes conclusions. N'édulcore pas ça, a-t-elle dit en révisant ma version finale. Les données parlent d'elles-mêmes. Laisse-les faire. J'ai soutenu ma thèse un jeudi d'avril. Les questions du comité étaient rigoureuses, me poussant à justifier chaque conclusion, chaque choix méthodologique. J'ai tenu bon, soutenu par 2 ans de recherche et d'analyse méticuleuse que je savais solide. C'est l'un des travaux les plus complets sur la contamination par les microplastiques en eau douce que nous ayons vu, a déclaré un membre du comité. Avez-vous envisagé de le soumettre à de grandes revues? Je l'avais fait. Des articles étaient déjà en préparation, mais le Dr Chen avait une autre suggestion. Il y a une journaliste scientifique au Seattle Times qui suit les recherches sur les microplastiques, a-t-elle mentionné après ma soutenance. Rebecca Torres. Elle est sérieuse, elle ne fait pas de sensationnalisme. Ça pourrait valoir la peine d'avoir une conversation. Rebecca et moi nous sommes rencontrés la semaine suivante. Elle avait examiné le résumé de ma thèse et était venue préparer, avec des questions intelligentes qui démontraient une réelle compréhension de la science. Nous avons parlé pendant 3 heures, plongeant au cœur des implications de la recherche. Ce n'est pas seulement une histoire environnementale, a dit Rebecca, son enregistreur toujours en marche. C'est une histoire de santé publique, une histoire économique, une histoire politique. Les niveaux de contamination que vous documentez, les schémas de bioaccumulation, la propagation projetée. Lily, c'est important. L'article a été publié un dimanche matin de juin, en première page, au-dessus du pli. Rebecca avait tenu sa promesse, elle a présenté la science avec précision tout en la rendant accessible. Le titre était « Une chercheuse de l'UW documente des niveaux alarmants de microplastiques dans les bassins versants du Nord-Ouest, les implications s'étendent bien au-delà de la région ». Le lundi après-midi, il avait été repris par l'Associated Press. Le mardi a apporté des appels de NPR, du Washington Post et de CNN. Mercredi, j'ai fait ma première interview télévisée, en essayant de ne pas avoir l'air terrifié alors que les caméras se concentraient sur moi en studio. L'histoire est devenue nationale à la fin de la semaine, non pas à cause du sensationnalisme ou du battage médiatique, mais parce que la recherche était solide et les implications indéniables. J'avais documenté quelque chose qui comptait, et soudain, tout le monde voulait en parler. Mon téléphone sonnait constamment, avec des demandes d'interview, des invitations à des conférences et des offres de consultation. Le service de communication de l'université s'est occupé de la coordination, apparemment ravi que la recherche de leur programme d'études supérieures fasse la une des journaux. J'ai fait les interviews, j'ai donné les conférences, j'ai répondu aux questions, en restant concentré sur la science, sur les implications, sur ce qui devait se passer ensuite en termes de politique et de recherche future. Il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait du travail. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une satisfaction à voir mon nom apparaître dans de grandes publications, à voir mes recherches discutées dans les journaux télévisés nationaux, et à avoir ma boîte de réception remplie de mails de chercheurs d'institutions du monde entier. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé que ma famille le verrait. Ils étaient bloqués, invisibles pour moi sur les réseaux sociaux, absents de ma vie de toutes les manières significatives. J'avais avancé sans eux, j'avais construit quelque chose d'important sans leur soutien ni leur approbation. J'aurais dû savoir que l'univers avait le sens de l'ironie. Ma colocataire de l'université, Jasmine, a appelé un samedi matin, la voix tendue d'une excitation contenue. « Lily, tu dois vérifier tes messages Facebook. » Jean, tout de suite. Utilise un ordinateur, pas ton téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais-le, c'est tout. Tu vas vouloir voir ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à Facebook pour la première fois depuis des semaines. Ma boîte de demande de messages contenait 47 messages non lus. Le plus récent venait de ma tante Carole, envoyé à 2h37 du matin. Lily, je ne sais pas si tu verras ça,
mais je voulais te contacter. J'ai vu la couverture médiatique de tes recherches. Je n'avais aucune idée que tu faisais un travail aussi important. Je suis tellement désolé pour tout. Tes parents sont bouleversés. S'il te plaît, envisage de leur parler. J'ai parcouru les autres, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des connaissances du lycée, des amis de la famille, tous avec essentiellement le même message. J'ai vu les nouvelles. Tellement impressionnant. S'il te plaît, reprends contact avec ta famille. Puis j'ai vu les captures d'écran que Jasmine avait envoyées séparément. Quelqu'un lui avait transféré les publications de la page Facebook de ma mère. La première datait de jeudi, peu après que l'article du Seattle Times soit devenu viral. Maman avait partagé l'article avec la légende « Notre brillante fille ». Nous avons toujours su que Lily ferait des choses incroyables. Tellement fière. Les commentaires étaient tout ce à quoi on pouvait s'attendre, des amis qui la félicitaient, lui demandant pourquoi elle n'avait jamais parlé de mon travail auparavant, disant à quel point ce devait être merveilleux d'avoir une fille aussi accomplie. La deuxième publication était une photo que je n'avais jamais vue auparavant, de moi à ma remise de diplôme du lycée, portant ma toge et mon chapeau, tenant mon diplôme. La légende disait « Souvenir de la remise des diplômes de Lily ». Elle a toujours été notre petite scientifique, même à l'époque. Hâte de célébrer son récent succès. J'ai regardé l'écran, un sentiment d'incrédulité mêlé de fureur. 4 ans de silence, et maintenant, soudainement, elle était une mère fière, se prélassant dans une gloire qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Il y en avait d'autres. Papa avait mis à jour son profil pour inclure père de la chercheuse en environnement Lily Hartley dans sa biographie. Madison avait publié une story, ma grande sœur, le génie. J'ai toujours su qu'elle irait loin. Il réécrivait l'histoire en temps réel, revendiquant une fierté et un lien qu'il n'avait jamais montré quand cela comptait vraiment. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas l'audace, bien qu'elle fût à couper le souffle. C'étaient les commentaires des gens qui ne savaient pas, qui croyaient au récit qu'on leur construisait. Vous devez être si fiers. Quelle merveilleuse famille. Elle tient clairement son intelligence de vous. Jasmine a rappelé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ils n'ont absolument aucune honte. Vas-tu répondre? Les dénoncer? J'y ai pensé. J'ai imaginé écrire une publication détaillant exactement le soutien qu'ils m'avaient apporté, en listant la dette de prêt étudiant par rapport à l'appartement, les 3 emplois par rapport aux vacances en famille. Ce serait satisfaisant, certainement, une vengeance dans sa forme la plus pure. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être le souvenir de cette jeune fille de 18 ans qui avait si désespérément voulu crier sur l'injustice et avait choisi le silence à la place. Peut-être la reconnaissance que s'engager leur donnerait quelque chose qu'ils ne méritaient pas, l'accès à mon énergie, mon temps, mon travail émotionnel. Ou peut-être, simplement, que j'avais passé 4 ans à construire une vie dont ils ne savaient rien, et que cette obscurité avait été un cadeau que je m'étais fait. Non, ai-je dit à Jasmine. Je ne vais rien faire. Rien. Vraiment? Ils sont bloqués. Ils le resteront. En ce qui me concerne, ils l'ont appris de la même manière que tout le monde, par les nouvelles. S'ils veulent jouer les parents fiers sur Facebook, c'est leur choix. Mais ils n'ont pas accès à moi, à ma vie, à aucune partie de ce que j'ai accompli. C'est incroyablement mature de ta part. Ce n'est pas de la maturité, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Ce sont des limites. Ils ont décidé que je devais me débrouiller seul financièrement, que je devais me forger le caractère par l'épreuve, tandis que Madison recevait tout sur un plateau. Très bien. J'ai construit quelque chose. Mais ils n'ont pas le droit de s'en attribuer le mérite maintenant. Les appels ont commencé ce soir-là. Mon téléphone professionnel, que, stupidement, je n'avais jamais changé, je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. La voix de maman était larmoyante. Lily, ma chérie, nous avons vu les nouvelles. Nous sommes incroyablement fiers de toi. S'il te plaît, rappelle-nous. Tu nous manques tellement et nous voulons célébrer cette réussite ensemble. Celle de papa était plus mesurée. Lily, c'est papa. Nous comprenons que tu sois peut-être contrarié par certaines choses, mais la famille, c'est la famille. Nous aimerions parler. Mettre les choses au clair. C'est un grand moment dans ta vie, et nous devrions en faire partie. Celle de Madison était peut-être la plus exaspérante. Lyle, c'est Maddy. Oh mon Dieu, tu es, Jean, célèbre.
C'est trop cool. On devrait absolument se voir pour que tu me racontes tout ça. Peut-être que je pourrais venir à Seattle? On pourrait faire un week-end entre sœurs. Je les ai tous supprimés sans finir de les écouter. Les emails sont venus ensuite, de longs messages décousus sur des malentendus et des sentiments blessés, sur le fait qu'ils m'avaient toujours aimé, qu'ils m'avaient soutenu à leur manière, et sur la façon dont les familles devraient rester unies dans les moments importants. Rien sur les prêts, rien sur l'appartement, rien qui ne reconnaisse l'inégalité fondamentale qui avait défini nos relations pendant des années. J'ai mis en place un filtre automatique qui envoyait tout ce qui venait de leurs adresses directement à la corbeille. Le docteur Chen a remarqué ma distraction lors de notre réunion de recherche la semaine suivante. « Tout va bien? Tu as l'air ailleurs. » Je lui ai donné la version abrégée. Son expression est passée de la surprise à quelque chose comme de la colère. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », a-t-elle dit lentement. « Ils ne t'ont fourni aucun soutien financier pour tes études, tu t'es épuisé au travail pour obtenir ton diplôme, et maintenant ils veulent s'attribuer le mérite de ton succès? Apparemment, la famille, c'est la famille, ai-je dit, en écho au message vocal de papa. La famille, ce sont les gens qui sont là quand ça compte, a répondu sèchement le docteur Chen. Pas les gens qui apparaissent quand il y a de la gloire à réclamer. Tu ne leur dois rien, Lily. Ni l'accès, ni le pardon, ni même la reconnaissance. La validation de quelqu'un que je respectais si profondément signifiait plus que ce que j'avais prévu. Merci. Je le pense vraiment. Ce que tu as accompli, tu l'as fait malgré eux, pas grâce à eux. Ne les laisse pas réécrire cette histoire. L'attention médiatique a continué pendant plusieurs semaines. J'ai donné des présentations à des conférences, j'ai consulté des agences environnementales, et j'ai vu mes recherches influencer les discussions politiques aux niveaux étatiques et fédéral. Des offres d'emploi sont arrivées de cabinets de conseil, d'instituts de recherche et d'organisations environnementales à but non lucratif. Pendant tout ce temps, les tentatives de contact de ma famille ont persisté comme un bruit de fond, messages vocaux, emails et messages par le biais de connaissances communes. Tante Carole s'est présentée une fois à l'université, interceptée par le personnel du département avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. L'assistante de mon directeur de thèse m'a dit plus tard, je lui ai dit que vous n'étiez pas disponible et qu'elle devait partir. C'était correct? C'était parfait. Merci. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé toute mon enfance et ma jeunesse à essayer d'être assez bien, assez accompli, et assez digne de leur attention et de leur soutien. Maintenant, j'avais accompli quelque chose de vraiment significatif, et ils réclamaient un accès que je n'avais aucune intention d'accorder. 6 mois après la diffusion de l'histoire, j'ai accepté un poste dans un grand institut de recherche environnementale en Oregon. Meilleur salaire, meilleures ressources et meilleures opportunités d'élargir mes recherches. J'ai déménagé à Portland en septembre, une fois de plus, emballant ma vie dans des cartons et conduisant le long de la côte pour prendre un nouveau départ. Je ne leur ai rien dit, je n'ai mis à jour aucun réseau social avec ma localisation, et je n'en ai parlé à aucun contact commun. Pour autant que ma famille sache, j'étais toujours à Seattle, toujours injoignable, vivant toujours une vie dont il ne faisait pas partie. Mon ami de l'université, Tyler, m'a contacté pendant les vacances. J'ai vu que ta mère avait publié un message sur la difficulté d'avoir une fille qui est trop occupée à sauver le monde pour rentrer à la maison pour Noël. Le martyr est assez épais. Ça lui ressemble bien. Tu vas bien avec tout ça? La question m'a fait faire une pause et réfléchir, est-ce que j'allais bien? Il y avait encore de la colère, bien sûr, et probablement toujours une blessure qui avait cicatrisé mais qui restait sensible au toucher. Mais en dessous, il y avait quelque chose d'inattendu, la paix. Ouais, ai-je dit, en le pensant. En fait, oui. Ils n'ont pas le droit d'avoir ça, Tyler. Ils n'ont pas le droit de m'avoir, moi, mon succès, mon temps, mon énergie, rien de tout ça. Et ça me va parfaitement. Bien. Tu mérites des gens qui sont là pour toi. J'avais ces gens maintenant, le docteur Chen, qui m'avait encadré et poussé à être audacieuse, Jasmine, Tyler et d'autres amis qui m'avaient soutenu pendant les années difficiles, des collègues qui respectaient mon travail et me mettaient au défi de l'améliorer, une communauté à Portland qui m'avait accueilli. Ma famille m'avait fait un cadeau, même s'ils ne l'avaient jamais voulu, ils m'avaient appris que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais construire une vie, une carrière et un avenir entièrement selon mes propres termes, et que leur approbation, leur fierté ou leur amour n'étaient pas nécessaires pour que je m'épanouisse. Les prêts étudiants mettraient des années à être remboursés,
un rappel mensuel du choix qu'ils avaient fait. Mais chaque paiement était comme une preuve que j'avais survécu à leur décision de me laisser tomber. Chaque accomplissement était le mien seul, gagné sans leur aide, réalisé malgré leur négligence. 1 an après la diffusion de la nouvelle de ma thèse, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une grande conférence environnementale à Washington. Mes recherches avaient engendré des études de suivi dans tout le pays, influencé de nouvelles réglementations sur les rejets industriels et modifié le discours sur la pollution plastique. Pendant la séance de questions-réponses après ma présentation, quelqu'un m'a interrogé sur ma source d'inspiration pour poursuivre les sciences de l'environnement. La vraie réponse était compliquée. C'était la conférence du Dr Chen, oui, mais c'était aussi la rage transmuée en objectif. C'était chaque affront et chaque inégalité canalisée en détermination. C'était la décision de construire quelque chose qui comptait quand je ne pouvais pas avoir les choses que j'avais voulues. Mais j'ai gardé les choses simples. J'ai eu une professeure qui m'a montré que les sciences de l'environnement consistaient à résoudre de vrais problèmes pour de vraies personnes. Cela a résonné en moi. Le reste a suivi. Après, à la réception, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Lily, c'est Madison. J'ai eu ton numéro par l'université. Il faut vraiment qu'on parle. Maman ne va pas bien et papa pense que tu devrais le savoir. S'il te plaît, appelle. J'ai bloqué le numéro et j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Quelqu'un m'a dit un jour que le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. J'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus permanent. Ma famille existait dans mon passé comme une leçon apprise, rien de plus. Ils avaient dit que je devais me débrouiller seul financièrement, et ils l'entendaient comme une punition, un moyen de forger le caractère par l'épreuve. Ils avaient donné à Madison un appartement et à moi une pile de documents de prêt, et ils s'attendaient à ce que j'accepte l'inégalité sans me plaindre. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était me libérer. Libérer de l'obligation, du besoin de leur approbation, du désir désespéré d'être traité équitablement au sein d'un système qui n'allait jamais être juste. J'ai construit une vie dont ils ne savaient rien, j'ai publié des recherches dont ils n'ont appris l'existence que par les médias, j'ai déménagé dans des villes où ils ne pouvaient pas me trouver, et j'ai créé un succès auquel ils n'ont eu aucune part. Et quand ils ont essayé de se l'approprier malgré tout, de se draper dans mes accomplissements comme des vêtements d'emprunt, j'ai fait la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, je leur ai laissé leur publication Facebook et leur fierté publique, tout en ne leur donnant rien de réel. Ils ont appris l'existence de ma thèse de la même manière que tout le monde, parce que c'est tout ce qu'ils étaient, tout le monde. Pas des parents au sens propre, pas une famille qui comptait, juste des gens qui partageaient mon ADN et rien de plus. La satisfaction que j'en tirais n'était ni bruyante ni évidente. Elle était silencieuse, constante, et entièrement mienne, tout comme le reste de ce que j'avais bâti.